Ces images ont plus de 50 ans. Elles ont été tournées à Toronto, au Canada, par des gens parfaitement sains d'esprit. Une infirmière, un ingénieur, un comptable et un professeur de Cambridge. Un coup pour oui, deux coups pour non. La chose que vous avez entendu répondre sous cette table a un nom, Philip Hasselford, aristocrate anglais né en 1624 et décédé en 1654, une nuit du haut des remparts de son propre manoir. Et chaque personne assise autour de cette table le sait, avec une certitude absolue, que Philippe n'a jamais existé. Pas parce que toutes ces personnes sont des sceptiques, parce que ce sont elles qui l'ont inventé, Philippe. Alors, la vraie question de cette vidéo, c'est pas « est-ce que les fantômes existent ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce qui frappait sous cette table dans la vidéo ?» Salut YouTube, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, j'ai pris quelques semaines pour moi-même, j'en avais bien besoin. J'ai fait pas mal de repos, je me suis occupé de moi, j'ai pris le temps de réfléchir aussi un petit peu sur la direction que je voulais que la chaîne Peur 2.0 prenne, parce que j'ai pas mal hésité sur les derniers mois de ce que je voulais en faire. Et donc, résultat, aujourd'hui, je fais un petit retour aux sources avec cet épisode qui, j'espère, devrait vous plaire. Donc, comme d'habitude, prenez votre meilleur popcorn, votre meilleur snack, ce que vous préférez, votre meilleure boisson, likez la vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je vais poster régulièrement de nouveau. Et moi, je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Imaginez un peu, il est tard, vous ne dormez pas, vous connaissez ce moment, celui où l'algorithme arrête de vous proposer ce que vous aimez et commence à vous proposer ce que l'algorithme arrange. Vous tapez 3 mots, Philippe, Experiment, 1974. Et là, vous tombez sur un clip de ça. Une vidéo granuleuse, quelques milliers de vues, pas de jumpscare, pas de silhouette au fond du couloir, pas de screamer à 7 minutes 12, juste quelques adultes ordinaires, assis en cercle, qui rient, qui chantent et qui posent des questions à une table. Et la table, elle répond. Bon, ces images, elles sont pas perdues, pas du tout. Elles sont pas cachées non plus et elles dorment justement en ce moment même en accès libre sur YouTube. Toi et toi qui regarde cette vidéo, n'importe qui peut y accéder tout de suite, maintenant. Et c'est peut-être ça le plus étrange, le plus bizarre dans l'histoire. 50 ans plus tard, personne n'a réussi à expliquer ce qu'elle montre exactement. Aucune personne dans le spiritisme, aucun sceptique non plus, ni, et c'est le détail qui devrait peut-être vous faire un peu frissonner, les gens qui étaient présents dans la pièce lorsque la vidéo a été filmée. Parce que cette histoire n'a que 2 explications possibles. La première, 8 personnes ordinaires peuvent fabriquer un poltergeist avec leur propre cerveau, sans jamais s'en rendre compte, et se faire piéger par leur propre création pendant 4 ans. La seconde explication, c'est qu'un groupe humain qui croit à quelque chose d'assez fort pendant assez longtemps, quelque chose va finir par répondre. Je vous laisse le temps de choisir, les 2 portes donnent sur le même couloir, et il est très très sombre. Pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé dans cette pièce, il faut d'abord comprendre qui étaient ces personnes. Parce que c'est là que tout le monde se gourre sur cette histoire. Toronto, 1970. Un couple de Britanniques débarque d'Angleterre. Lui, c'est le docteur George Owen, et son CV ne ressemble pas du tout à ce que vous pouvez imaginer. C'est un mathématicien, un généticien, il est reconnu au Trinity College de Cambridge, l'une des institutions les plus prestigieuses du monde, et pendant la guerre, il travaille sur le radar pour la marine britannique. Je suis pas en train de vous parler là d'un chasseur de fantômes avec une GoPro et une chaîne YouTube. C'est un scientifique de renom, de très très haut niveau. Mais George Owen, il a une obsession. En 1961, il enquête sur une affaire de poltergeist en Écosse, autour d'une petite fille de 11 ans. Coups dans les murs, meubles qui bougent, témoins plutôt crédibles, un médecin, un instituteur et un pasteur, et 3 ans plus tard, il en tire un livre. Can We Explain the Poltergeist? C'est ce livre, je vous l'affiche à l'écran, qui remporte le prix du meilleur ouvrage de l'année de la Parapsychology Foundation. Et la conclusion que George Owen a donnée à son livre, elle le hante. Et si les poltergeists n'étaient pas des personnes décédées, mais des personnes vivantes? Pas des esprits qui frappent, des cerveaux qui débordent. Et puis, il y a cette personne, Iris Owen. Retenez ce nom, il est très important. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Iris, elle, est opératrice d'interception radio pour l'armée britannique. Elle est rattachée à l'effort de décryptage des communications ennemies, le programme Enigma. Après la guerre, elle devient infirmière dans un service de radiothérapie auprès de malades du cancer. Puis elle émigre au Canada avec George et va rapidement devenir la secrétaire de la Toronto Society for Research. En gros, Iris, c'est une femme qui a passé la guerre à écouter des codes nazis. Toute sa carrière, c'était vraiment d'accompagner des personnes en train de décéder. C'est pas exactement le profil d'une illuminée, c'est quelqu'un qui était très très saine d'esprit. Et voici un détail que presque toutes les vidéos sur cette affaire ratent. L'expérience Philippe
c'est pas l'expérience de George, c'est Iris qui dirige l'expérience à la base. Autour d'elle, 8 personnes. Aucun médium, aucun voyant, et justement c'est la règle numéro 1 non négociable. Personne dans le groupe ne doit être ou ne doit se prétendre être doté du moindre pouvoir ou quoi que ce soit ayant à voir avec le médium, le spiritisme ou quoi que ce soit. Ça, c'est Margaret Sparrow, ancienne présidente de la Mensa Canada. En gros, la Mensa, c'est une association avec des personnes ayant des très hauts QI, quotient intellectuel. Avec elle, il y avait Lorne Henwood, designer industriel, et sa femme Andy. Peacock, ingénieur en chauffage, Bernice, comptable, Dorothy O'Donnell, aide comptable, Sydney, étudiant en sociologie, un psychiatre, le docteur Joel Wheaton, assiste en observateur. Et derrière l'appareil photo, une dernière personne, le propre fils des Owen, Robin, qui documente absolument tout. Maintenant, soyons précis, parce que l'honnêteté, elle va commencer ici. Ces gens, c'est pas des sceptiques venus démolir le paranormal, c'est pas du tout ça leur intention. Ce sont des chercheurs en sciences physiques et psychiques pour la plupart d'entre eux, et ils pensent juste que, certains phénomènes peuvent être réels, et ils veulent des preuves. Mais leur hypothèse est presque plus insultante pour les personnes qui croient au spiritisme, les spirites, que les gens qui sont des sceptiques purs. Et ce qui part de leur hypothèse numéro 1, c'est que les fantômes n'ont pas besoin d'être décédés. Que tout ce que l'on attribue aux esprits, les coups, les tables qui tournent, les hantises, pourrait venir d'un seul endroit, de notre propre cerveau, le cerveau des vivants. L'esprit humain, sous la pression, en groupe le plus souvent, peut produire des effets physiques sans même le savoir. Et ça, ils veulent le prouver. Et pour le prouver, il n'y a qu'un seul protocole possible. Un protocole d'ailleurs d'une logique implacable et d'une arrogance plutôt folle. Fabriquer une personne morte qui n'a jamais existé et essayer de l'appeler via une séance de spiritisme. Parce que, si un fantôme qu'on aurait inventé répond, alors ça veut dire qu'aucun fantôme n'a jamais eu besoin d'exister pour venir hanter quelqu'un, n'est-ce pas? Alors ils s'installent et ils font une chose que très peu d'êtres humains ont faite consciemment dans l'histoire. Ils donnent une vraie âme à cette personne qu'ils ont inventée. L'un des membres du groupe prend la plume et rédige une biographie complète, pas un croquis, pas 1 ou 2 lignes, une vie entière avec ses dates, ses lieux et ses blessures. La personne va donc s'appeler Philip Aylesford. Il est né en Angleterre en 1624, en plein milieu de l'aristocratie. À 15 ans, il a rejoint l'armée. À 16 ans, il a été fait chevalier et il va traverser la guerre civile anglaise, se lier d'amitié avec le futur roi Charles II et va même devenir son espion. Philippe va épouser Dorothea, la fille d'un noble voisin. Elle est belle, elle est froide, le mariage est plutôt un flop. Et puis un jour, en chevauchant aux limites de son domaine, Philippe va croiser un campement. Dans ce campement, il va y croiser une jeune femme romanichelle, du nom de Margot. Et Philippe va tomber très amoureux de Margot, immédiatement, totalement. Philippe va rapidement installer Margot en secret dans la maison du gardien, près des écuries de son propre manoir, à Diddington. Et là, sa femme, Dorothea, va rapidement découvrir l'affaire. Elle va pas demander le divorce. Par contre, elle va accuser Margot de sorcellerie. Et il va y avoir un procès. Et à ce procès, Philippe, l'espion du roi, le chevalier, l'homme qui possède absolument tout, ne va rien dire. Il va complètement se taire. Pour protéger sa réputation, Margot va être reconnue coupable, évidemment, et rapidement être brûlée vive. Mais intérieurement, Philippe, il va être rongé. Il va être tellement rongé qu'il va se mettre à arpenter les remparts de Diddington, l'endroit où il habite, nuit après nuit. Et en 1654, à 30 ans, Philip Aylesford va se jeter dans le vide. Voilà l'histoire. Elle est bien construite, elle est tragique, juste ce qu'il faut, avec un fantôme parfait de bout en bout. Un homme décédé de culpabilité, avec une vraie raison de rester parmi nous, on va dire, elle est entièrement fausse. L'histoire est entièrement fausse, complètement inventée. Mais plus qu'être entièrement fausse, elle est entièrement fausse par design. Le groupe vérifie qu'il n'y a aucun Philip Aylesford qui n'a réellement existé. Tout est inventé. Le manoir de Diddington, lui, il existe bel et bien en Angleterre, mais tout ce qu'ils en décrivent, tout a été inventé. Et surtout, il glisse volontairement dans la biographie des erreurs historiques, des incohérences, des pièges, des marqueurs de contrôle. Comme ça, si un jour une entité récite autre chose que leur propre fiction, ils le détecteront immédiatement. C'était plutôt très bien pensé. Et ce ne sont pas des gens qui veulent croire, ce sont des gens qui posent des pièges dans leur propre histoire. Ils sont vraiment en train de faire une expérience. L'expérience Philippe. Ensuite, Andy, la femme du designer, elle va dessiner Philippe. Elle va faire un vrai portrait, très réaliste. Et le groupe se met d'accord sur tout. Son visage, son caractère, ses goûts, sa voix intérieure.
Chaque membre apprend sa vie par cœur. Chaque membre s'entraîne à le visualiser le soir, comme on se repasse le visage de quelqu'un qu'on aurait aimé ou d'une personne plutôt familière. On a donc 8 cerveaux absolument synchronisés sur un seul mensonge, complètement inventé. Le protocole, il est fixe, c'est une séance par semaine pendant minimum 1 an, donc sur 12 mois, et le portrait de Philippe, il est posé toujours au centre de la table. C'est un objectif officiel qui, avec du recul, ça donne des frissons. Ils veulent pas capturer quelque chose tout de suite, ils veulent pas des coups ou entendre des choses dans la minute. Non, ils se donnent du temps, ils veulent vraiment pousser l'expérience au maximum. Ils espèrent le voir, Philippe, ils veulent le faire apparaître physiquement ou par une manifestation, par la seule force de leur concentration. Tout est prêt, la biographie, le portrait, les règles et les pièges. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, appeler Philippe. Septembre 1972, première séance, pleine lumière, pas de bougie, pas de pièces sombres, pas de folklore. C'est juste une expérience, c'est pas une messe. Il s'assoit, il se concentre, il médite sur Philippe, sur sa vie, sur son visage, sur son décès, et il se passe absolument rien. La semaine d'après, rien. Le mois d'après, rien non plus. Parfois, c'est un membre qui rapporte une sensation de présence, une sensation de froid, un autre qui va décrire une image mentale de Philippe d'une netteté plutôt anormale, mais rien de vraiment tangible, rien de mesurable. Rien sur les bandes vidéo non plus. Et comme ça, ce sont des mois et des mois qui vont passer, près d'1 an de silence, à fixer le portrait d'un mort qui n'a jamais existé, tout simplement. N'importe quel groupe aurait arrêté l'expérience à ce moment-là. Mais c'est là qu'Iris Owen prend la décision qui va tout faire basculer. Iris va se plonger dans les travaux de chercheurs britanniques, de Kenneth Batchelor et de Colin Brooks Smith, qui ont étudié les séances de spiritisme du 19e siècle sous un angle purement psychologique, et seulement psychologique. Et leur conclusion est plutôt contre-intuitive. Ce qui faisait fonctionner les séances victoriennes, c'était pas l'obscurité, c'était pas le médium, c'était l'ambiance. Je veux dire la croyance partagée, l'attente, les chants, les blagues, le relâchement, une sorte d'état collectif où plus personne ne surveille, où plus personne ne doute à haute voix. Alors, grâce à ces découvertes, le groupe va changer une seule variable. C'est pas la lumière, ils veulent continuer à tout voir. C'est pas non plus le protocole, ils restent d'accord sur ce qu'ils ont décidé, c'est l'atmosphère. Maintenant, ils vont arriver aux séances comme à une soirée entre amis. Ils vont chanter, ils vont raconter des blagues, ils vont parler à Philippe comme si c'était un peu un vieux pote timide, les mains posées à plat sur la table. Ils n'ont pas ajouté d'obscurité, ils ont ajouté de la joie. Et ça, retenez-le bien parce que c'est peut-être le détail le plus dérangeant de toute l'histoire. Un soir, quelques semaines à peine après le changement, le groupe est autour de la table et quelqu'un va lancer une blague. Les mains reposent sur le bois et sous leurs doigts, un coup sec. Le coup, il était vraiment sec, net, venu de la table elle-même. Personne n'a bougé, ils se regardent et quelqu'un va oser dire « Philippe, est-ce que c'est toi ?» Un coup. À partir de cette nuit-là, tout s'accélère. Le groupe établit un protocole de communication. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Et Philippe se met à répondre de plus en plus. Mais il va pas répondre au hasard, du tout. En cohérence parfaite avec sa biographie. On va l'interroger sur Dorothea. Les coups traduisent de la gêne, de la réticence. On va l'interroger sur le vin, un coup franc, enthousiaste. Sur la guerre civile, il répond en royaliste convaincu comme il l'était dans sa biographie. Et puis il y a un petit détail, celui qui va glacer le plus de personnes possible dans la pièce. Au début, Philippe ne sait que ce qu'ils savent eux-mêmes. Posez-lui une question dont la réponse figure dans la biographie, Philippe devrait plus ou moins répondre. Posez-lui une question qui sort de sa fiction, c'est du silence, c'est des confusions, des coups hésitants. L'entité a exactement les limites de ses créateurs. Et je veux que vous réfléchissiez 2 secondes à ce que ça implique, dans un sens comme dans l'autre. Et on pourrait se dire que c'est tout, ok, il y a des coups, et point à la ligne, ça s'arrête là. Sauf que pas du tout. Les phénomènes vont monter d'un cran. La table va commencer à vibrer sous les doigts des 8 personnes, elle va parfois se pencher, se dresser sur un seul pied, et selon les comptes rendus du groupe, elle va même se déplacer à travers la pièce sans que personne ne la touche. Plusieurs fois. Une fois, la table va même prendre en chasse un des membres, littéralement, pendant que les autres sont en train de rigoler. Et au fil des séances, la personnalité de Philippe va déborder. Il va se mettre à ajouter des détails à sa propre histoire, des détails que personne, absolument personne, n'a écrits. Et le groupe remarque quelque chose d'étrange. Ces ajouts varient selon qui est présent dans la pièce ce soir-là. C'est pas toujours les mêmes. Un peu comme si Philippe n'avait pas sa propre mémoire, mais comme s'il empruntait la mémoire des autres personnes autour. Les phénomènes obéissent à des règles bizarres, presque mécaniques. Il faut au moins 4 membres du groupe présents pour que ça marche, pour qu'il se passe quoi que ce soit. Des invités extérieurs, oui,
peuvent assister et ça va continuer de frapper, ça va continuer de fonctionner tant que 4 membres sont présents. Un petit peu plus tard, en 1974, la télévision publique canadienne, la CBC, va consacrer un documentaire d'1 heure à l'expérience Philippe, appelé Philippe the Imaginary Ghost. Pendant le tournage, la caméra va capter la table qui se soulève du tapis, 2 ou 3 cm à peine, et glisse sur plus d'1 mètre. Tout est filmé, tout. 2 cm. Retenez bien ce chiffre parce qu'on va y revenir. Et puis, après viendra une scène qui a fait entrer cette histoire dans la légende. Le groupe est invité sur un plateau télé à Toronto, enregistré en public. Une 50aine de personnes dans la salle, c'est à peu près tout. Et la table est installée en bas, sur le plateau. Les intervenants du débat, eux, sont assis sur une estrade surélevée, un peu plus haut. Et selon les témoignages, en pleine émission, la table se serait mise à bouger. Elle va même plus que bouger, elle va traverser le plateau, elle va atteindre l'estrade et elle entreprend d'en monter les marches, un peu comme si Philippe estimait que sa place était là-haut, avec les invités. Et là, c'est encore plus bizarre, parce que quand on a demandé au présentateur de l'émission de saluer Philippe, un coup sec a répondu sous sa main, alors qu'il avait la main sur la table, à sa plus grande surprise et devant absolument tout le monde. L'année suivante, en 1975, le groupe va être invité par une université américaine, le Kent State, pour des expériences de psychokinèse. Ils tentent même des enregistrements audio et croient obtenir quelques réponses chuchotées sur une bande, surtout quand c'est Iris qui pose les questions. Et c'est là que je dois être le plus honnête possible avec vous, parce que c'est exactement à ce moment-là que la plupart des vidéos sur cette affaire commencent à dire n'importe quoi. Alors, c'est un mensonge plutôt par omission ou par emballement, mais ça reste n'importe quoi. Vous allez comprendre. Ce qui est solide, documenté et filmé, ce sont vraiment les coups enregistrés. Les mouvements de table devant les témoins, la table sur un pied, la lévitation de plusieurs centimètres, 2 pour être précis, capté en 1974, et tout ce qui va être séance publique. Tout ça, c'est documenté et c'est filmé, mais il y a aussi quelques petits aspects qui relèvent du récit gonflé au fil des années. Par exemple, la table qui flotte dans les airs, les grandes lévitations spectaculaires. Ça, c'est plutôt la légende qui a enflé au fil des années, parce que la table, elle s'est levée de 2 cm, c'est tout, pas plus. Et il y a aussi une chose que Philippe n'a jamais fait en 4 ans d'expérience, malgré l'objectif initial du groupe, malgré des centaines d'heures de séance. Philippe n'est jamais apparu. Pas de silhouette, pas d'ombre, pas de visage, rien du tout. La légende, avec les années, elle a gonflé énormément. Mais il y a un petit problème à cette dernière, c'est que le noyau, lui, n'a jamais été dégonflé. 2 cm inexpliqués, c'est déjà 2 cm de trop. Et maintenant, on arrive à la vraie question. Celle qui fait que cette histoire est autre chose qu'une petite anecdote de table tournante des années 70. Parce que, les amis, je pense que vous le savez, mais dans une séance de spiritisme classique, il y a toujours une échappatoire rationnelle. Les participants croient contacter un mort, donc ils se trompent, donc affaire classée. Ça peut arriver. Ici, non, ils savaient. Chacune de ces 8 personnes savait à chaque seconde que Philippe était un personnage de fiction écrit par une d'entre elles. Avec des erreurs volontaires dedans, ils avaient même posé des pièges. Alors, je vous le demande, qu'est-ce qui frappait ? Et tout le monde se l'est demandé. On a 2 portes pour ce qui s'est passé. On va ouvrir la première, la porte des sceptiques, et on va l'ouvrir en grand, parce qu'elle est vraiment solide. En 1853, le physicien Michael Faraday, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, démonte le phénomène des tables tournantes. Son verdict, c'est l'effet idéomoteur. Vos muscles produisent des micro-mouvements inconscients, dictés par vos attentes. Vous ne poussez pas la table, techniquement, mais votre cerveau va la pousser pour vous, sans vous demander votre avis. C'est le même mécanisme qui fait bouger une planche de Ouija, selon certaines personnes. Ajoutez à ça l'effet d'attente d'un groupe soudé, l'absence totale de contrôle indépendant, des participants qui sont à la fois des cobayes, des juges et les greffiers de leur propre expérience, et un instrument de mesure, la séance, qui est à peu près le pire jamais conçu. C'est exactement la critique que les sceptiques, comme le psychologue James Alcock, adressent à cette expérience depuis 50 ans. Rien de tout ça ne constitue une preuve, et quelque part, ils ont raison sur ce point. Mais le piège de cette histoire, il est ici. Le groupe lui-même, tous étaient d'accord. Dans leur livre de 1976, Conjuring Up Philip, Iris Owen et Margaret Sparrow n'écrivent nulle part « Nous avons contacté un esprit ». Leur conclusion, c'était nous, notre propre inconscient, collectif, produisant des phénomènes physiques. Et c'est censé nous rassurer. Sauf que relisez bien la phrase que je viens de vous dire. Si la porte sceptique est la bonne, alors voici ce que cette expérience démontre. Votre cerveau est capable de mettre en scène une hantise complète,
ok. De faire répondre une personne décédée inventée en cohérence avec son personnage pendant des années, ok. De vous mentir à vous, son propriétaire, avec vos propres muscles en faisant un petit peu bouger la table, sans jamais se faire prendre en flagrant délit. Ok. Sauf que là, nous parlons de 8 cerveaux sains, rationnels, prévenus, piégés par leur propre théâtre intérieur. Chaque histoire de fantôme que vous avez entendue dans votre vie vient de changer de sens. Chaque témoin sincère, chaque famille terrifiée. Peut-être que personne n'a jamais menti. Peut-être qu'ils étaient tous des groupes Philippe qui s'ignoraient. Et si, admettons que ce soit l'autre porte, si la croyance concentrée de quelques dizaines de personnes suffit à faire répondre quelque chose ou quelqu'un, alors le problème c'est plus de savoir si les fantômes existent. Le problème c'est qu'on peut fabriquer des fantômes, tout comme il l'aurait fait. Et à ce stade, vous vous dites peut-être que c'était un simple cas isolé, une anomalie par exemple, un alignement improbable de 8 personnes une seule fois dans les années 70. Et ça, c'est aussi ce que je pensais, avant d'en arriver à ce point-là. Le truc, c'est que la Toronto Society for Psychical Research a fait la seule chose qu'un vrai groupe de recherche devrait faire. Ils ont recommencé, avec d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'un second groupe est rapidement monté, composé de membres entièrement différents. Aucun vétéran de la table de Philippe. Nouvelle fiction. Cette fois, on a inventé Lilith, une jeune Canadienne francophone, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été capturée et fusillée comme espionne. Nouveau personnage, nouvelle biographie et nouvelle séance. Philippe avait mis près de 1 an avant de répondre. Lilith, elle a mis 5 semaines. 5 semaines pour que la table bouge, pour que les coups reviennent, pour que les réponses arrivent dans le personnage avec l'exacte même mécanique. Sauf que le groupe de Toronto créera encore d'autres entités par la suite, comme par exemple un certain Humphrey, avec des résultats plus ou moins similaires. Et la conclusion d'Iris Owen, dans son livre, elle est vertigineuse. Selon elle, n'importe quel groupe de personnes peut acquérir la capacité de générer ces phénomènes. N'importe quel groupe. C'est écrit noir sur blanc par une femme qui a passé la guerre à intercepter des communications nazies. Et ça ne s'arrête pas à Toronto. Au Québec, des groupes francophones vont s'y mettre eux aussi. Les étudiants vont donner naissance à un Sébastien, un alchimiste médiéval, puis à Axel, un homme du futur, un fantôme de quelqu'un qui n'est même pas encore né. Et au milieu des années 70, à Montréal, la psychologue Denise Roussel va lancer un groupe de recherche, la GERPsy, avec un protocole directement calqué sur celui du groupe de Toronto. Et je le précise honnêtement, parce qu'il faut qu'on soit vraiment aligné là-dessus. Toutes ces réplications québécoises vont être plutôt documentées par les publications du milieu parapsychologique lui-même. Donc on va prendre des pincettes sur les détails. Mais le fait qu'elles aient existé, lui, il est vraiment établi. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que des décennies plus tard, ça continue. Au début des années 2000, à Sydney, en Australie cette fois-ci, un groupe d'amateurs invente Skippy Cartman. C'est une adolescente fictive de 14 ans et rapporte, encore une fois, les mêmes résultats. Une seule source sérieuse documente ce cas. Je vous la mets en description, prenez-la pour ce qu'elle est, une anecdote. Mais une anecdote qui rentre exactement dans leur pattern. Officiellement, le verdict scientifique sur toutes ces réplications tient en 2 mots, non concluant. Des séances, pas de laboratoire, pas de contrôle. Dossier classé, c'est tout. Mais il y a une version un peu plus officieuse de tout ça. À chaque fois qu'un groupe d'humains s'est assis autour d'une table avec un mensonge comme l'expérience de base, un mensonge suffisamment bien écrit et l'envie d'y croire, alors presque à chaque fois, quelque chose a répondu. Le temps va passer, le groupe va se disperser et les années 1970 vont s'éteindre. Et avec elles, l'expérience Philippe va doucement glisser dans les notes de bas de page de la parapsychologie. George Owen décède en janvier 2003 à Calgary. Le mathématicien de Cambridge, l'homme du radar et des poltergeists, s'en va sans jamais avoir tranché sa propre question. Iris, elle va rester quelques années de plus. Et en 2005, à 89 ans, elle va s'asseoir une dernière fois devant une caméra pour un documentaire consacré complètement à son expérience Philippe. Elle va tout raconter. Posée, précise. L'infirmière du service de radiothérapie, l'opératrice d'Enigma, va dérouler tous les faits comme dans un rapport, 50 ans plus tard, sans rien omettre et sans jamais trembler. Et pas une fois, elle va dire « Nous avons contacté un esprit ». Elle va dire quelque chose de pire. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elle va dire « C'était nous ». Et elle le maintient jusqu'au bout. N'importe qui peut refaire la même chose. Iris Owen décède en 2009, à 93 ans. Elle a emporté la question avec elle évidemment, et toutes les réponses aussi. Et si l'histoire s'arrêtait là, ce serait déjà l'une des expériences les plus dérangeantes que j'ai jamais eu l'occasion de raconter du XXe siècle. Elle est juste incroyable. Mais elle ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une dernière chose que je dois absolument vous montrer.
Ce que le groupe de Toronto a fait en 1972, ça porte un nom, et il est bien plus ancien qu'eux. Dans certaines traditions du bouddhisme tibétain, on parle de tulpa, une forme pensée, une entité façonnée par la concentration. L'exploratrice française Alexandra David-Néel racontait déjà en 1929 avoir créé par visualisation un moine imaginaire, qui selon elle, selon son récit, avait fini par échapper complètement à son contrôle, au point qu'il lui fallut des mois pour le dissoudre. En Occident, on dit égrégore, une entité nourrie par la croyance d'un groupe. Et si vous pensez que tout ça appartient au passé, ouvrez Internet, ouvrez Google, parce qu'il existe aujourd'hui des tonnes de personnes qui sont dans des communautés, qui forment des communautés entières, ce qu'on appelle les Tulpamancers. Ce sont des gens qui créent, et j'espère bien prononcer leur nom, volontairement des compagnons mentaux, qui documentent le tout sur des forums, en se filmant, etc., etc. Et leur création, tout comme celle de l'expérience Philippe, arrive à discuter, à échanger avec eux. J'espère vraiment bien prononcer le nom. Si c'est pas le cas, rattrapez-moi dans les commentaires. En 2009, sur un forum, un internaute invente en 2 images un croque-mitaine fictif, Slenderman, et je pense que vous le connaissez. Évidemment, tout le monde sait qu'il est faux. Son créateur a un pseudo. Et 5 années plus tard, 2 gamines de 12 ans vont attirer leur meilleure amie dans les bois du Wisconsin et vont la poignarder pour plaire à un personnage né sur un thread, pour plaire à Slenderman. Heureusement, la gamine va survivre, mais Slenderman, lui aussi, va survivre. Et par exemple, la fondation SCP, cet univers que beaucoup d'entre vous connaissent très très bien, pareil, ça a bâti toute une mythologie là-dessus, des dangers mémétiques, les entités qui existent parce que on les connaît, et des fictions écrites par des milliers de malins anonymes, il y a beaucoup sur internet de cas comme ça, exactement comme la biographie de Philippe d'ailleurs. Maintenant les amis, vous voyez le motif, 8 personnes autour d'une table, des millions autour d'un forum, la seule chose qui a changé, c'est juste la taille de la table. L'expérience Philippe, c'était pas une histoire de fantôme, pas du tout. C'était en vérité un mode d'emploi, et il est absolument en accès libre. Un coup pour oui, 2 coups pour non. 50 ans plus tard, la question d'Iris Owen est toujours sur la table. Soit votre cerveau peut vous hanter tout seul, soit croire suffit à créer. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Ce soir, si jamais l'idée vous traverse, si vous fermez les yeux et que vous avez vous aussi envie d'imaginer quelqu'un assez fort, assez longtemps, est-ce que vous avez envie vraiment qu'il frappe? Voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vais faire plus de vidéos comme celle-ci, un sujet en prenant plus le temps, un peu plus d'ambiance, enfin c'est vraiment ce qui me plaît et j'ai envie de continuer à faire ça. Donc malheureusement je ne sais pas quand sortira ma prochaine vidéo. J'espère d'ici peut-être 3-4 semaines, mais je veux plus m'imposer de rythme, c'était un petit peu ce qui me posait problème. Et j'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous s'il vous plaît, vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés, ça aide énormément la chaîne. Likez, ceux qui sont sur mobile vous pouvez booster aussi. Et moi je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit, une excellente matinée, où que vous vous trouviez sur cette belle planète. C'était Théo, à la prochaine.